Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le gouvernement togolais étend la couverture santé à la couche des volontaires nationaux. Désormais, les milliers de jeunes diplômés enrôlés dans le programme de volontariat bénéficieront des services de l'INAM. Et puis avant la mise en œuvre effective du PND, Programme national de développement, les différents acteurs se concertent pour une meilleure mobilisation des ressources internes et externes. Ils sont réunis depuis ce matin à Lomé à cet effet. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Plus de 2000 volontaires nationaux sont désormais couverts par l'assurance maladie. Une convention a été signée dans ce sens ce matin à l'Agence nationale de volontariat au Togo et avec l'Institut national d'assurance maladie INAM. Cet accord est la concrétisation de la volonté du gouvernement d'étendre la couverture santé à toutes les couches de la société togolaise. Le compte rendu de la cérémonie de signature avec Eli Agbanyadao et Chazna Baga. Au terme de cet accord, l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT, et l'Institut national d'assurance maladie INAM s'engagent à offrir à 2208 volontaires nationaux de compétences et à leurs ayants droit, conjoints et enfants mineurs, soit environ 3800 personnes, une assurance santé. Cette extension de la couverture de l'assurance maladie à ces jeunes diplômés qui mettent volontairement leurs compétences au service du développement des communautés à la base et de l'économie nationale est rendue possible par le souci d'améliorer leurs conditions de mission sur le terrain. Les volontaires travaillent auprès des structures d'accueil qui peuvent être des fonctionnaires. Il faut éviter une discrimination. Si le volontaire est là, il faut que lui aussi il bénéficie de la couverture. Il a les mêmes droits que les gens avec qui il travaille en tant que volontaire. Et le fait aussi d'être engagé comme volontaire, il faut l'encourager. Il faut lui permettre pendant sa mission de ne pas avoir des soucis pour sa santé. Les prestations de l'INAM au profit des volontaires sont gratuites. Cela représente cependant la bagatelle somme de 150 millions de francs CFA par an. La facture sera payée par le gouvernement à travers les cotisations de l'ANVT. Plusieurs pathologies sont prises en charge. On va couvrir les hospitalisations, les frais de consultation, les différents actes médicaux, les médicaments, presque tout ce qui est couvert en dehors des maladies chroniques. Pour témoigner de l'effectivité de l'extension de l'assurance maladie aux volontaires, des kits composés de cartes et de feuilles de soins ont été remis aux bénéficiaires. Ceux-ci, grâce aux prestations de l'INAM, peuvent désormais avoir accès aux soins de qualité à moindre frais. C'est une joie pour moi d'avoir reçu ce kit INAM parce que depuis longtemps, on est volontaire mais on n'est pas assuré. On est toujours là, si on tombe malade, on le fait par nos propres fonds. Avec l'assurance maladie, on pourrait se soigner mieux. Si on va dans les centres de santé, on pourrait bénéficier d'une réduction. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire à l'endroit de la jeunesse. Et nous savons qu'il va en faire encore plus. Et nous allons vraiment demander à nos frères et sœurs qui auront bénéficié de cette assurance de les utiliser en bon escient pour que ceux qui seront encore derrière nous en tant que volontaires nationaux puissent en bénéficier. Cette extension de l'assurance maladie vient compléter et consolider l'assurance risque professionnel dont bénéficient déjà tous les volontaires en cas d'accident de travail lors de leur mission. C'est dire tout l'intérêt que le gouvernement porte à l'engagement des volontaires aux côtés des communautés à la base et leur contribution à la croissance économique du pays. C'est dire aussi jusqu'où les plus hautes autorités togolaises sont prêtes à aller quand il s'agit du bien-être et l'épanouissement de la jeunesse. Ces jeunes sont souvent confrontés à des situations difficiles. L'environnement n'est pas toujours simple pour eux. Ils connaissent une certaine précarité. Et c'est dans le souci d'améliorer leurs conditions de travail que le gouvernement a décidé d'étendre la couverture de l'assurance maladie à ces jeunes volontaires. C'est un mandat social du chef de l'État et ce mandat social voudrait que nous puissions travailler tous à l'inclusion. Je voudrais exhorter nos chers amis volontaires à faire un bon usage de cette couverture maladie, couverture santé qui leur est offerte. Je voudrais vraiment compter sur vous, sur tout un chacun,
En tout cas, nous, on fera notre part, mais surtout, c'est surtout les jeunes volontaires qui contribuent à pérenniser cette initiative, cette belle initiative, dont l'efficacité et la durabilité relèvent de nos responsabilités individuelles et collectives. La ministre a également salué la collaboration fructueuse entre l'ANVT et l'INAM qui a permis de réaliser la vision du gouvernement d'étendre progressivement la couverture de l'assurance santé universelle à toutes les couches sociales du pays. Démarré depuis 2011, le programme de volontariat national vise à améliorer l'employabilité et aiguiser l'esprit citoyen des jeunes en leur donnant la possibilité d'exercer leurs compétences aussi bien en entreprise qu'auprès des communautés à la base. Et le Togo est en marche dans le secteur énergétique également. Il a adopté il y a peu une stratégie nationale d'électrification, une politique qui permettra de rendre accessible l'énergie électrique à tous les Togolais, où qu'ils soient. Carmen Madji Akakpo nous en dit plus. Devrait installer d'ici à 2020 60 mini-réseaux solaires dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie d'électrification. L'information a été donnée lundi dernier par la Société financière internationale SFI, une branche de la Banque mondiale destinée au secteur privé. Dans un communiqué, la SFI a précisé que ces installations permettront de connecter 10 000 foyers sous la forme de partenariats publics-privés. Ce modèle très prisé des investisseurs privés servira de référence et pourra être répliqué pour la seconde phase de cet ambitieux plan qui vise à porter le taux d'électrification à 75% en 2025 contre 50% en 2020. À l'horizon 2030, le gouvernement togolais prévoit de faire développer plus de 300 mini-centrales solaires en mode PPP, partenariat public-privé. La nouvelle stratégie d'un budget global de 1000 milliards de francs CFA, dont 50% devraient parvenir des acteurs du secteur privé, s'appuie sur la combinaison technologique alliant extension du réseau, kit solaire. À terme, cette feuille de route, qui a déjà reçu plusieurs soutiens, notamment celui de la BAD, de l'Alliance solaire internationale ASI et l'IFC du groupe de la Banque mondiale, permettra au Togo d'atteindre 100% d'électrification. En effet, l'IFC, institut du groupe de la Banque mondiale en charge du secteur privé, a annoncé son soutien à l'exécution de la stratégie nationale d'électrification du Togo qui vise à fournir un accès universel à une énergie moderne d'ici à 2030. La stratégie offre une feuille de route pour faire face aux obstacles à l'extension du réseau d'électrification au Togo, notamment dans les régions reculées, et prévoit de recourir à des sources d'énergie alternatives, notamment le off-grid. Cette stratégie prône également la mise sur pied de projets d'investissement privé commercialement viables. Elle encourage les partenariats publics et privés et recommande d'identifier où les financements publics et financements mixtes peuvent être plus efficacement alloués. Aujourd'hui, seulement 40% de la population togolaise a accès à l'électricité. Ce chiffre chute de moins de 10% en zone rurale. Et notre pays a également opté pour un nouveau programme dans l'optique de son développement. Il s'agit du Plan national de développement PND, adopté en Conseil des ministres le 3 août dernier. Et pour une meilleure mise en œuvre de ce programme de développement, il nécessite la mobilisation de ressources internes et externes. Et pour permettre aux acteurs de réussir cette mobilisation de l'aide publique, un pas en arrière est fait pour revisiter les efforts en matière de mobilisation de ressources justement. Et ceci grâce au bilan réalisé sur la période de 2006 à 2015. Les précisions avec Aïcha Ziebrou et Félix Semdacha. 3283,54 millions de dollars américains, c'est le montant de l'aide publique au développement sur la période 2006-2015 mobilisé par le gouvernement togolais auprès de ses partenaires. À l'heure de l'adoption par les autorités d'un nouveau plan national de développement, faire le point des forces et faiblesses du processus de mobilisation de ces ressources auprès des partenaires s'avère indispensable. En même temps qu'on élaborait le PND, on réfléchissait à la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de ce PND. Mais il faut faire une revue
de l'aide publique de 2006 à 2015 pour arriver à cerner les forces et les faiblesses pendant ces 10 ans-là. Et évidemment, le consultant qui a mené cette étude a relevé les défis qui nous intéressent aujourd'hui. Il est arrivé à la conclusion que l'aide publique au développement a une incidence significative dans le développement de notre pays. On a vu par cette étude qu'il y a des grands atouts qui se sont développés par ceci. Je pense que maintenant, ça serait très important que les capacités d'autofinancement sont plus mobilisées pour travailler ensemble avec les moyens qui sont amenés de l'extérieur. Pour examiner les résultats de la revue en vue d'intégrer les contributions et valider le document soumis pour étude une centaine de cadres des ministères et institutions de la République, des représentants de partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile. Une validation rendue possible grâce à un accompagnement financier du service de coopération allemand, la GIZ. Et je vous donne à présent lecture de cet arrêté portant nomination d'un président d'une commission électorale locale indépendante CELI. Le président de la commission électorale nationale indépendante, vu le procès verbal de la CENI en date du 31 octobre 2017, vu la lettre du président de la CELI de Doufelgou en date du 28 juin 2018 sollicitant son remplacement et sur proposition du ministre de la Justice, l'Assemblée plénière de la CENI entendue arrête. Monsieur Isso Alassani Rachid, président du tribunal de première instance de 3e classe de Niamtougou, est nommé président de la commission électorale locale indépendante CELI de Doufelgou en remplacement de monsieur Fougou Pakidja. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au journal officiel de la République togolaise. Troisième étape ce jeudi de la tournée du Conseil supérieur de la magistrature dans le Grand Lomé. La délégation était à Baguida pour faire découvrir aux populations le contenu du guide des droits et obligations du justiciable et la directive sur l'éthique du magistrat. L'objectif est de rapprocher la justice des justiciables. Tabita Kakpo, Ferdinand Diassoa. Des organisations. Pour une justice de qualité au service des populations togolaises, le Conseil supérieur de la magistrature s'y attelle. 2 documents rédigés à cet effet font l'objet de vulgarisation dans le canton de Baguida et de ses environs dans la préfecture du Golfe. Il s'agit du guide des droits et obligations du justiciable et de la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat. 2 guides qui définissent une synergie d'action entre les justiciables et les magistrats pour un changement de mentalité afin de mettre fin aux mauvaises pratiques qui gangrènent la justice togolaise dans son ensemble. Le Conseil supérieur de la magistrature est parti d'un principe, le lien entre l'amour, la vérité, la justice et la paix. Et lorsque nous entretenons la justice, c'est que nous entretenons la paix. Et c'est à cela que le Conseil supérieur de la magistrature appelle les justiciables et les magistrats. Le guide sur l'éthique et la déontologie du magistrat rappelle à tous les magistrats leurs responsabilités, leur impartialité. Et le guide des justiciables, c'est un guide qui apprend aux justiciables ce qu'il ne doit pas faire et ce qu'il doit faire. C'est-à-dire ses droits et ses devoirs. Ne pas, par exemple, apporter une enveloppe à un magistrat. Ne pas faire exercer des pressions sentimentales, financières sur un magistrat. Ça, ce sont les devoirs du justiciable. Cette initiative du Conseil supérieur de la magistrature bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne. La campagne de vulgarisation de ces guides dans le Grand Lomé prend fin le 10 août prochain par le canton de Baie. Cette foule dans le cœur bat.
Les jeunes entrepreneurs et jeunes porteurs d'idées de développement se sont retrouvés ce jeudi en une rencontre d'échange et de partage d'expériences et de connaissances. Et c'était dans le cadre du Jeudi Jose organisé par le FAEJ. L'accent a été mis cette fois sur les différentes techniques et approches en communication institutionnelle et médias nécessaires pour faciliter et accélérer le développement de la mise en œuvre des différentes idées innovantes des jeunes. Les précisions avec Kwasi Glé et Luc Assi. Nombre de startups sont créées par de jeunes entrepreneurs togolais avec à la clé la production des biens et services qui répondent aux besoins et à la demande des populations. Avec leur foisonnement, ces startups font face à un problème majeur, celui de la visibilité de leurs œuvres. C'est à juste titre que le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ a axé sa communication de cette énième édition de Jeudi Jose sur les techniques de communication institutionnelle et médias d'une startup. J'ai acquis beaucoup de choses. Par exemple, comment aller vers la presse, comment collaborer avec la presse, et pour développer mon start-up. Et après, on nous a parlé des réseaux sociaux aussi, qui peut nous aider. On nous demande de mettre en avant notre start-up au lieu de nous mettre nous-mêmes en avant. Du fait que les réseaux sociaux, ou soit la communication, nous permettraient de pouvoir mieux nous installer, c'est-à-dire de pouvoir vendre mieux notre produit par rapport à ce que nous faisons et par rapport à ce qui se fait dans la société. De nouvelles approches et méthodes communicationnelles ont donc été inculquées à ces porteurs de projets et jeunes entrepreneurs afin de leur permettre de mieux promouvoir leurs idées, services et biens produits dans leur start-up. Ces approches ont été axées sur l'exploitation rationnelle des réseaux sociaux et les relations à entretenir avec les médias. Nous avons parlé de bêta testing qui constitue en quelque sorte à pouvoir tester les produits avant diffusion en grande pompe. Et parlant aussi de technique, nous avons parlé de la relation presse qu'ils peuvent entretenir avec les journalistes en vue de faire ou de soigner leur image à eux et l'image des produits qu'ils sont censés défendre. Parlant de techniques online, on a des techniques un peu comme les sites web qu'il faut bien constituer parce qu'elles constituent une vitrine non négligeable pour ces startups. Après le sondage des différents canaux de communication dont disposent les startups pour leur visibilité, l'auditoire a été entretenu sur les opportunités d'affaires qu'offre l'espace FAO dédié à l'exposition et à la vente des produits typiquement locaux. Et dans la préfecture de Tchaoudjo, ce sont des jeunes et des femmes qui sont formés sur les processus électoraux et la stabilité des institutions dans une situation de crise. Organisée par le Centre d'observation et de promotion de l'État de droit COPED, la formation veut donner des outils nécessaires aux participants pour un meilleur vivre ensemble et surtout la culture de la paix. Les précisions avec la correspondance de Lamarck Boujona. De la première phase de la lutte. Contribuer à l'enracinement de la démocratie et au renforcement de l'état de droit, c'est l'objectif fixé par le Centre d'observation et de promotion de l'état de droit COPED. La rencontre entend entretenir les jeunes et femmes sur les lois de la République en vue de faire de ces derniers des acteurs prioritaires du développement, surtout à faire connaître aux jeunes le fonctionnement des institutions de la République et leur rôle dans les processus électoraux. Nous avions fait un constat de savoir que les élections deviennent alors des périodes de cauchemar. La période préélectorale, pendant les élections, la période post-électorale, il y a des contestations qui remettent en cause déjà même la légitimité et la stabilité des institutions qui sortiront de ces élections. Alors là, il fallait qu'on échange avec les jeunes, à partager avec eux les principes constitutionnels, les principes qui sont les émanations du cadre légal par rapport aux élections. Les travaux se sont focalisés sur plusieurs modules, entre autres l'instabilité institutionnelle et sécurité humaine en Afrique de l'Ouest, le processus électoral, la décentralisation et les élections locales. À cela s'ajoutent les enjeux et valeurs des processus électoraux dans une situation de crise.
La session a été sanctionnée par une conférence débat axée sur la thématique « Les contestations citoyennes en Afrique de l'Ouest, cas du Burkina Faso ». Nous avons fait une sélection qui a été récupérée en notre défaveur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent. Parce que vous verrez qu'au Burkina Faso, aujourd'hui, il y a trop de grèves. Les fonctionnaires également croyaient au véritable changement. Et je disais qu'avec le nouveau régime, leurs conditions de vie allaient s'améliorer. Ce n'est pas le cas. Des choses que nous n'avons même pas connues sous l'ancien régime. Donc nous sommes venus dire aux jeunes, ce qui a fait échouer notre insurrection, la jeunesse du Burkina n'était pas formée. Nous les avons demandé de d'abord mieux se former et d'abord se former même à apprécier les différents programmes de société des différents candidats. Une rencontre considérée comme fructueuse par les participants. Cette conférence a été très intéressante pour moi, du fait que j'ai acquis beaucoup de connaissances, à savoir l'instabilité des institutions, comment est-ce qu'il faut pratiquer la citoyenneté et comment est-ce qu'en tant que citoyens togolais, nous devons se comporter pour pouvoir respecter ce que nous appelons la démocratie. Cette conférence que nous venons de faire vient à point nommé nous édifier sur les dangers des manifestations politiques et nous dire quels dangers nous courons vraiment lorsque nous sortons manifester d'une manière violente. Ce rendez-vous est un appel pour développer au sein des communautés la vocation à l'action civique impliquant une mobilisation publique motivée par le développement et fondée sur le respect des différences. Je donne lecture de cette série de communiqués à présent à l'issue des premières opérations d'indemnisation des victimes non vulnérables de la première vague de 2005. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun remercie toutes les populations pour leur collaboration et leur adhésion. Le Ashkroun informe par ailleurs ces mêmes populations que ces équipes passeront progressivement dans les différentes régions pour l'indemnisation des victimes retardataires ou absentes lors des premières opérations. Ainsi, du 14 au 18 août 2018, ces équipes se déploieront dans les pôles 1 à Kara et 2 à Atakpamé pour les victimes concernées dont les noms seront affichés dans les locaux des préfectures relevant de ces deux pôles. Les victimes concernées sont donc priées de se munir d'une des pièces suivantes en cours de validité: un passeport, une carte nationale d'identité, un permis de conduire. La liste des victimes retardataires par préfecture est à consulter dans le quotidien Togo Presse. Le Ashkroun salue la patience des victimes des autres phases dont les noms ne sont pas encore publiés et les remercie pour leur compréhension. Et un autre communiqué, cette fois de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Le président de la dite commission porte à la connaissance des responsables des organes de presse ayant postulé pour bénéficier de l'aide de l'État à la presse pour l'année 2017 que les résultats de l'analyse des dossiers reçus peuvent être consultés sur le site internet de la RAC, le www.hactogo.tg. Au siège de la RAC à Agalépé-Dogan et à la maison de la presse à partir du vendredi 10 août 2018 à 15h. Cette liste établie après analyse des demandes adressées à la commission fait le point des dossiers reçus et surtout des pièces manquantes. Les réclamations y relatives seront reçus jusqu'au vendredi 17 août 2018 à 17h30. La commission technique compte sur la bonne compréhension et la collaboration des responsables des médias concernés afin de parchever le processus d'octroi de l'aide de l'État à la presse. Le comité régional d'orientation et de pilotage du pôle G de développement rural de la plaine de Loti, zone 4 et 5, s'est réuni cette semaine. Une rencontre d'échange et d'imprégnation des objectifs pour la réussite du dit projet qui contribuera justement à l'amélioration des conditions de vie des populations afin de réussir et au mieux le plan national de développement
PND adopté récemment. Le compte rendu de la rencontre avec Désiré Aloy depuis Dapan. Le gouvernement togolais s'est attelé à faire de l'agriculture un pilier de développement et de relance économique. Le PNIAZAN, un outil de base pour conduire le processus. La plaine de Loti, une potentialité mise en valeur, elle contribuera à atteindre les objectifs. Le projet d'aménagement des terres agricoles de la plaine de Loti, en abrégé Pataoti, découpé en 6 zones d'intervention, conduira le processus. Réalisé, il produira un impact significatif sur les conditions de vie des populations. Les membres du comité régional d'orientation et de pilotage, CROPS, ensemble à Mango pour s'imprégner des objectifs et des stratégies de mise en œuvre du projet. L'opportunité est donnée de pouvoir échanger avec le comité régional qui, au niveau de la région, donne également leurs orientations, mais en tenant compte des documents nationaux, en particulier la politique agricole, le plan national de développement. Donc, tout ce qui est fait doit cadrer avec la politique agricole, le PNIAZAN, parce que pour la réussite du projet, il est bon que chacun comprenne qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quel apport chacun doit pouvoir apporter pour la réussite du projet. Et recevoir également les orientations du CROPS pour voir comment ensemble nous allons conduire le projet pour obtenir les résultats probants. Le projet dans la région des Savanes est exécuté dans la zone 4 plus Nali et couvre 14 localités et villages de Loti au profit de 10 000 habitants pour une durée de 4 ans. Une synergie d'action de tous les acteurs impliqués reste une condition essentielle de réussite du projet financé par la BADEA, le FID et la BOAD. Sachez que 43 élèves gendarmes viennent de prêter serment au tribunal de Kara. Ils ont juré d'obéir à leur hiérarchie et de faire régner l'ordre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ces forces de sécurité permettront donc de mettre la main sur les individus mal intentionnés qui pourraient nuire à la quiétude des populations. Et un présumé malfrat vient d'être justement appréhendé par la brigade de recherche du 5e secteur de la gendarmerie nationale de Dapan. Nous retrouvons sur place Désiré Aloy. Le 5e secteur de la gendarmerie nationale à Dapan vient de mettre la main sur le sieur Amadou Diallo, 25 ans, de nationalité burkinabé, un prétendu malfaiteur, conduisant la moto marque Krypton non immatriculée. Dans son sac, des munitions, une tenue treillis militaire, des portables et autres matériels, dont 3 armes, entre autres un pistolet mitrailleur avec chargeur garni de 18 munitions de calibre 9. Il a été présenté à la presse. Le lundi 30 juin 2018, vers 10 h, le personnel de la brigade de recherche de Dapan, au cours d'une patrouille, a suspecté un individu à dos d'une moto. Immédiatement, il a démarré en trompe, obligeant les gendarmes à le poursuivre. Il a été interpellé avec l'aide de la population environnante. Il s'agit du nommé Diallo Amadou. Conduit au bureau de la brigade, la fouille du sac qu'il portait a permis de découvrir 3 armes, dont un pistolet mitrailleur avec son chargeur et 2 autres armes de fabrication artisanale avec des cartouches appropriées, 10 téléphones portables et un complet de tenue treillis militaire. Interrogé, Amadou Diallo déclare provenir de la commune de Kopienga au Burkina Faso. Il cite 2 autres complices qui sont activement recherchés par nos services. Amadou Diallo, quant à lui, sera déféré devant le procureur de la République pour répondre de ses actes. C'est ici le lieu de remercier les populations qui ont contribué à l'identification et à l'interpellation du mis en cause.
La gendarmerie nationale invite également les populations à toujours collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité pour démanteler ces malfrats qui inquiètent dangereusement la paix sociale. Un butin grâce à la bonne collaboration entre les forces de sécurité et la population. Une population qui n'a qu'une seule aspiration, vivre en paix et vaquer librement aux occupations. Alors, plus de collaboration pour dénoncer tout suspect qui trouve la sécurité et la sérénité dans la population. Direction Médine en Arabie Saoudite à présent, où les pèlerins togolais sont désormais au complet pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Pour l'heure, ils visitent les lieux historiques évoqués dans leur livre saint, le Coran. Ramdan Bassina. Le passage des pèlerins par la ville de Médine est un acte de foi, une marque d'intérêt à l'histoire de l'islam et de ses premiers précurseurs. À cette étape, aucun rite accompli par les pèlerins ne rentre dans la validation du 5e pilier de l'islam. Bref, l'escale de Médine est une étape touristique sur les vestiges de l'islam. Ici, pèlerins togolais, tout comme les autres musulmans venus du monde entier, visitent les lieux saints dont ils ont entendu parler ou lu à travers le Saint-Coran. Ce matin, nous avons consacré nos œuvres à la visite de certains points stratégiques de l'islam, notamment Masjid al-Quba, Masjid al-Qiblatain et en dernière position Jabal Uhud, la montagne Uhud, où le prophète a livré une grande guerre sainte. C'est très recommandé en islam. Tout pèlerin doit faire un effort pour visiter ces lieux parce que pour accroître davantage sa foi, une joie immense qui nous anime. Du fait que nous sommes venus découvrir ce que nous avions lu dans les livres. Théoriquement, nous avions les connaissances. Maintenant, nous avons touché du doigt les réalités vécues par le prophète et ses compagnons. Après cette étape de la ville de Médine, les pèlerins du monde entier, raffermis dans leur foi en l'islam, mettront le cap sur la ville sainte de la Mecque où les grandes étapes du Hajj peuvent commencer. Cette série de communiqués du ministère du Développement à la base, dans le cadre du programme des vacances utiles et citoyennes, le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes organise 2 centres aérés à l'intention des jeunes âgés de 12 à 29 ans. Les centres aérés auront lieu du 3 au 14 septembre 2018 à la Maison des Jeunes de Lomé et à la Maison des Jeunes de Kara. La participation aux activités de ces centres aérés est gratuite et les inscriptions sont reçues du 13 au 31 août 2018 à la Maison des Jeunes de Lomé, à Amandaromé, à la direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à la cité OUIA et à la Maison des Jeunes de Kara en face de l'hôtel Kara. Les activités prévues comportent entre autres des communications sur divers thèmes et plusieurs ateliers. Et pour tout renseignement, contactez les numéros suivants. Le 91 24 94 53, le 93 37 76 79 ou le 90 05 63 82. Et dans un autre communiqué, le ministère en charge de la jeunesse porte à la connaissance du public que dans le cadre des activités marquant la journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée le 12 août prochain, le ministère et celui en charge des sports organisent conjointement à l'endroit des jeunes de la ville de Mango, une course populaire dotée de prix le samedi 11 août 2018 à partir de 7 h. La distance à parcourir est de 5 km pour les jeunes garçons et 3 km pour les jeunes filles. À cet effet, la ministre invite tous les jeunes désireux de participer à cette course à s'inscrire gratuitement auprès de l'inspection des sports de Mango au plus tard le samedi 11 août 2018 à 6 h. Les 300 coureurs premiers inscrits seront habillés en t-shirt offert par le ministère. Les coureurs professionnels sont exclus. Par ailleurs, les jeunes de la ville de Mango et de ses environs sont invités à prendre part à une conférence débat qui aura lieu
le vendredi 10 août 2018 à partir de 14h30 au centre communautaire de la ville sur le thème « Rôle et responsabilité de la jeunesse dans la promotion de la paix et la cohésion sociale ». Et c'est sur ce communiqué annonçant donc cette course populaire que nous ouvrons maintenant la page des sports de ce jeudi avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, on connaît depuis cet après-midi l'affiche de la finale de la 8e édition du tournoi ouest-africain des personnes sourdes que notre pays abrite depuis le 3 août. Oui Anita, cette finale opposera le samedi 11 août à 15h au stade municipal de Lomé, le Nigeria au Mali. Les deux pays se sont qualifiés respectivement face au Togo 1-0, au Ghana 2-1 avec Champions. Vivons la seconde demi-finale Togo-Nigeria. La 8e édition du tournoi ouest-africain des personnes sourdes que le Togo accueille du 3 au 11 août est à la phase des demi-finales. Et le Togo en jaune, qui a pu atteindre ce niveau, a eu affaire au Nigeria, tout de blanc vêtu. Un duel qui a démarré comme sur des roulettes. Sauf que le but ne vient pas, ce jusqu'à la pause, 0 but partout. Après le repos, la bataille recommence avec des occasions de part et d'autre qui ne portent pas de fruits. À la 62e minute, le Nigeria ouvre le score grâce à Oke Okorji. La deuxième période se termine sur ce score d'1-0 en faveur du Nigeria, déjà plusieurs fois vainqueur. Nous sommes là, ça fait 7 fois, et 5 fois nous avons gagné la coupe. Et ceci, ce n'est pas une surprise pour nous. Et nous avons rencontré le Mali, ce n'est pas une première fois. C'est tout naturel que le Nigeria va le remporter. Je voudrais dire un grand merci d'abord au gouvernement et particulièrement au ministre des Sports et à la Fédération togolaise paralympique pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté. Nous avons encore échoué face au Nigeria. Ce n'est pas encore la fin. Nous espérons quand même remporter la coupe. Mais au niveau de mes joueurs, je crois qu'ils ont failli au niveau des tirs. Donc il fallait à chaque fois donner de bons tirs et bien cadrer pour réussir. Nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir pour les autres fois. Vous savez, en matière de sport, ça ne finit jamais. Avant Togo-Nigeria, le Ghana et le Mali se sont affrontés en demi-finale. Victoire du Mali, 2-1. La veille déjà, soit mercredi, nos frères sourds ont compéti aux courses de 100, 200 et 400 mètres à l'espace BCAO de Lomé. Aux 100 mètres dames, Boga Faba Yvette du Togo remporte en 18 secondes 9. Aux 200 mètres dames, Soumla Koulibaly du Mali devant ses concurrentes en 32 secondes 88. Et enfin, aux 400 mètres monsieur, Mohamed Afourma du Mali arrive en tête en 56 secondes 13. Et Claude, de l'association sportive de l'Office togolais des recettes ASOTR a animé hier à son siège une conférence de presse. De quoi a-t-il été exactement question? En état, il s'agissait pour les premiers responsables du bureau exécutif de l'ASOTR de présenter le nouvel entraîneur du club, le Ghanéen Salim Ahmed Sali, aux journalistes, de faire le bilan de la saison qui s'est achevée, puis de se projeter sur l'avenir. Jean Kofi et Dédi. Et de présenter les objectifs. Le staff technique de l'ASOTR fait peau neuve. Un nouvel entraîneur pour conduire l'effectif du club la saison prochaine. Ainsi en a décidé le bureau exécutif pour des raisons toutes simples. Ça pouvait apparaître comme une situation conflictuelle aussi. Parce qu'après tout, nous sommes entre collègues de l'Office togolais des recettes. Et c'est là où moi, encore une fois, je félicite le coach qui a été gentleman. Parce qu'en ce moment-là, quand le résultat ne marche pas, on voit le travail qu'il effectue. Il a un travail titanesque, ça ne marche pas. Le coach, on a pris les mesures, chaque fois qu'il nous fait des propositions, on a essayé de le faire. Mais quand le résultat ne marche pas, à un moment donné, il faut changer. Il faut changer parce qu'on se dit peut-être qu'il y a un discours qui ne passe plus. Il faut opérer les choix qui s'imposent. Ça, c'est le sort réservé aux entraîneurs. Et donc, ce n'était pas un scandale.
Nanti d'une licence BCAF, le Ghanéen Salim Ahmed Sali, 55 ans, remplace Nyeni Sibabé pour une période d'1 an renouvelable. Il compte réussir la mission à lui assignée, décrocher le titre de champion saison 2018-2019. Fondation, mes collègues, l'ancien entraîneur, il a mis en place. Je vais construire sur ça et je vais promettre les gens que à sauter cette saison-là, ils vont voir avec le changement qu'on a fait l'objectif qu'on va devenir les champions cette année. L'avantage avec le coach Sali, c'est que il est dans le championnat togolais il y a longtemps. Il y a joué. Il est revenu pour coacher des clubs au Togo. Il connaît totalement notre championnat. C'est un avantage parce que nous préférons, quand nous voulons traiter avec un coach, on voudrait que le coach n'arrive pas dans une situation de flou ou bien de méconnaissance totale de nos conditions de travail. Voilà, donc il faut non seulement de nos conditions, mais aussi du championnat togolais, comment les choses se déroulent. Et ça, c'était un avantage. En dehors de ces qualités intrinsèques dont nous ne doutons pas. Au cours de cette rencontre avec la presse, le bureau exécutif de l'ASOTR a également dressé le bilan de la saison écoulée et a situé les hommes de médias sur les perspectives d'avenir. Pour le compte de la saison 2017-2018, l'ASOTR 46 points est classé 6e sur 16. Oui, Anita, Claude, très rapidement alors. Oui, voilà tout pour la pas de sport de ce soir. Samedi, nous serons au rendez-vous de sport et détente. Merci Claude et on se retrouvera jeudi prochain. Ce communiqué de l'Office togolais des recettes pour terminer, le commissaire général de l'OTR porte à la connaissance des candidats au recrutement des agents d'appui fiscal et des agents de surveillance du territoire douanier suivant l'avis numéro 001 du 4 juillet 2017 que les résultats du test écrit du 4 novembre 2017 sont disponibles et peuvent être consultés à partir du demain vendredi donc 10 août 2018 sur le site internet de l'OTR, le www.otr.tg, au siège de l'OTR à Lomé et à la division des impôts de Kara. Les candidats admissibles sont invités à se présenter au siège de l'OTR le lundi 3 septembre 2018 à 7h30 pour les contrôles complémentaires d'admission. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Nous sommes jeudi. À 21h, vous suivrez l'émission Jeudi Femmes. Ce soir, le thème retenu est « Je suis amoureux » ou amoureuse, que faire? Vous voyez donc déjà les invités qui s'installent. Jeudi Femme donc à suivre à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise avec Lys Jamien et ses invités. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.